Salut voyageurs du temps. Alors, on s'en est remis de ce petit voyage en Grèce? Sinon, c'est pas grave, vous allez vous y faire. Si oui, tant mieux, parce qu'on repart. Où ça? Au XXe siècle, en 1944. Vous aimez la plage? Le sable doré? Le ciel bleu? Bronzé genre tranquille au soleil? Oubliez ça. Aujourd'hui, c'est l'enfer qui nous attend. Vous savez ce qu'on fête cette année? Non? Les 75 ans du débarquement en Normandie. Eh oui, ça fait 75 ans, le 6 juin passé, que les Américains et les Alliés ont débarqué sur les plages de Normandie pour libérer la France. Le débarquement en Normandie est une opération majeure de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est à partir de ces plages que les Alliés vont faire débarquer hommes, véhicules, munitions et ravitaillements jusqu'à la fin de la guerre. Alors en soi, et selon mon avis, si le débarquement avait échoué, cela aurait eu de catastrophiques conséquences sur la guerre. Le retardement de quelques années, mais de combien, ça, je ne sais pas trop. Mais je ne pense pas que le conflit aurait été perdu. Les Russes sur le front de l'Est s'acharnaient et voulaient à tout prix atteindre Berlin. De plus, les Alliés avaient déjà atteint l'Italie, donc bon, cela ne reste que mon avis. Mais revenons à nos plages. Aujourd'hui, je vais en quelque sorte vous présenter le D-Day, ou débarquement, nom de code Overlord, autour des 5 plages où ont débarqué les Alliés. Alors prêts à remonter le temps, voyageurs? Attachez vos ceintures, on décolle pour la Normandie. Il Insumo Imperio perit, et ego etiam, oslandum gero. Alors l'opération du débarquement, je ne vous l'apprends pas, s'est déroulée le 6 juin 1944. Mais avant de parler de tout cela, petit récapitulatif. En 1940, le Troisième Reich a déferlé sur l'Europe, tel un rouleau compresseur. La Pologne sera la première à tomber en 1939, suivie du Danemark, de la Norvège, des Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France, la Yougoslavie et la Grèce. Avec son allié européen, l'Italie, rien ne semble pouvoir stopper la Wehrmacht, nom de l'armée allemande. Même l'Angleterre peine à résister, et en 1940 a réembarqué ses troupes depuis Dunkerque. Mais en 1942, un événement va tout changer. Hitler, trop gourmand, souhaite envahir l'URSS. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Hitler avait les yeux plus gros que le ventre. L'opération Barbarossa, nom donné à l'opération d'invasion de la Russie, est un vrai désastre. L'immensité du territoire russe et son hiver extrêmement rude a mis à mal la logistique allemande et a commencé à peser sur le moral des soldats. Et en février 1942, l'armée allemande cède à Stalingrad, première victoire des Alliés. De plus, après l'attaque de Pearl Harbor, les Américains vont commencer à s'en mêler. Les États-Unis sont déjà intervenus dans le Pacifique et le nord de l'Afrique. Mais en Europe, ils n'arriveront qu'en 1944. Les préparatifs du débarquement en Normandie durent depuis déjà août 1943 en Angleterre dans le plus grand secret. Les soldats n'avaient pas le droit au contact extérieur. La Normandie est choisie car sur le mur de l'Atlantique, ce sont les plages les moins défendues. La plus grande armada de l'histoire est réunie sur les côtes anglaises. Tout ce beau petit monde ne passe pas inaperçu et les Alliés le savent. Les Allemands comprennent qu'une invasion se prépare. La résistance française mène depuis quelques jours des actions de guérilla et de sabotage en tout genre sur le territoire afin de ralentir les renforts et l'acheminement du matériel allemand. L'assaut sur les plages était prévu au 5 juin 1944. Mais dû au mauvais temps, l'assaut est repoussé d'un jour. Et au petit matin du 6 juin 1944, l'opération Overlord commence. Voyons comment se déroule le débarquement sur chacune des plages dans l'ordre, en démarrant par celle la plus à l'ouest, Utah Beach. Utah Beach est la plage la plus à l'ouest des 5 plages. Initialement, la plage n'était pas prévue au plan d'action. Elle fut rajoutée quelques mois avant les préparatifs car les Alliés possédaient des ressources encore disponibles et leur permettraient d'avoir une tête de pont non loin de Cherbourg. La plage était très peu fortifiée, car les environs marécageux, les Allemands pensaient que les Alliés n'oseraient pas dû à un débarquement trop difficile. Mais c'est tout le contraire, les plages étaient favorables à un débarquement.
L'assaut est donné à 6h30, après que des tirs d'artillerie ont pilonné la plage. La 4e division d'infanterie US ainsi que 2 escadrons de chars vont débarquer sur les plages. C'est une victoire sans appel. La plage est aux mains des Alliés rapidement et le débarquement des troupes et du matériel commence. Alors si Utah Beach est un véritable succès, c'est à cause de plusieurs raisons. D'abord, les parachutistes de la 82e et la 101e aéroportée largués dans les alentours des nuits précédentes ont déjà permis de mettre à mal les Allemands avec la prise de Sainte-Mère-Église, première commune de France libérée. Ensuite, presque la totalité des chars débarqués sur la plage n'ont pas coulé. Seuls 2 ont été mis à l'eau trop tôt. Les chars ont permis un grand soutien à l'infanterie sur la plage. Les bombardements avant le débarquement de troupes sur les plages ont été très efficaces et la plupart des défenses ont cédé. Et enfin, coup de poker pour les hommes, une erreur de navigation sûrement due à la mauvaise météo ont fait débarquer les hommes plus loin de leur point de débarquement, et cette position semblait moins fortifiée. Utah Beach est considéré comme la plage de la réussite de cette mission. Les pertes en vie humaine sont faibles et la plupart des objectifs de la journée ont été remplis. Mais rappelons-nous que ce sont les parachutistes avant qui ont pu permettre une telle victoire. Car si la plage a coûté peu en vie humaine, les parachutages des soldats dans les secteurs ont coûté la vie à 40% des effectifs de la 101e aéroportée. Aujourd'hui, la plage possède un musée et des effigies rappelant la gloire des soldats américains débarquant sur la plage. Elle vaut le coup d'œil, je vous l'assure, rien que pour sa beauté des marécages. Omaha Beach est la seconde plage du secteur américain. Aujourd'hui, si je vous parle du débarquement, vous avez en tête des soldats américains sortant des barges de débarquement, se faisant faucher par des balles de MG42, essayant tant bien que mal d'atteindre la dune, entre les entrailles des morts et les noyés. Bref, la vision de l'horreur. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé à Omaha Beach. D'ailleurs, son surnom est Bloody Omaha, Omaha la sanglante. L'objectif de la prise d'Omaha était de tenir une tête de pont et de faire jonction plus tard avec les Britanniques qui occupent les autres plages et les Rangers de la pointe du Hawk, afin ensuite de s'enfoncer dans les terres. Le déroulement de cette mission devait se dérouler de la même façon que Utah Beach, mais manque de peau, rien ne lui ressemble. Déjà, les fortifications étaient plus présentes que sur Utah. Les Allemands l'ont aménagé de façon à rendre un débarquement à gros risque. Comme pour Utah Beach, la plage était bombardée juste avant l'assaut, et à 6h30, les troupes sont envoyées. Lorsque les soldats débarquent sur la plage, ils découvrent avec horreur que les fortifications sont intactes. En fait, la mauvaise météo a rendu les bombardements compliqués et les cibles n'ont pas été atteintes, et le pilonnage des flottes présentes n'avait rien changé. Les soldats de la 29e et 1re division d'infanterie vont débarquer dans le chaos le plus total. La plupart des barges de débarquement ont coulé et les hommes noyés avant même d'avoir atteint la plage. Les sapeurs, soldats du génie, qui ont débarqué les premiers, ne maîtrisent pas la situation et n'arriveront quasiment pas à détruire les structures et les obstacles. Les soldats sont accueillis par les tirs de MG42 et l'artillerie lourde. C'est environ 90% de pertes durant cette première vague, dont la plupart sont des officiers. 2 compagnies de chars, qui étaient censées aider les soldats au sol, couleront. Seulement 2 atteindront la plage sur les 29. Alors que la situation semble désespérée et que les hauts gradés pensaient annuler la mission sur cette plage, c'est au cours de la deuxième vague vers 7h que les choses vont s'améliorer. Une unité de rangers vient épauler les soldats sur la plage. Et au fil des heures, la situation va s'améliorer. Des trous vont se former dans les défenses allemandes. Vers 10h30, l'artillerie allemande faiblit. La victoire y est de justesse, et à la fin de la journée, la plupart des objectifs ne sont même pas atteints. Le bilan est lourd en pertes humaines. Près de 2000 hommes, morts ou blessés, disparus sur la plage. Omaha Beach reste sûrement la plage qui a marqué les mémoires. Le film « Il faut sauver le soldat Ryan » retrace bien l'horreur de ce matin du 6 juin. Le cimetière américain de Colville-sur-Mer qui surplombe la plage où les soldats américains aujourd'hui reposent en paix est un endroit fort et rappelle ce jour si important et pour lequel ces hommes sont tombés. Un monument sur la plage réalisé pour le 60e anniversaire fut érigé en l'honneur de leur courage. Alors je voudrais apporter une petite précision sur la plage d'Omaha. Si vous avez bien suivi, les combats ne se sont pas déroulés en quelques minutes vite fait torchés comme dans le film « Il faut sauver le soldat Ryan » ou le jeu Call of Duty, qu'on se le dise. C'est plusieurs heures de combat acharnés. Et la plupart des blessures n'étaient pas physiques mais psychiques, et en majorité. L'horreur de la plage ont assez affecté le mental des hommes. Et ça, le commandement ne pouvait pas l'ignorer. À proprement parler, ce n'est pas une plage, mais sa prise est stratégique.
Située entre les plages de Omaha Beach et Utah Beach, la pointe possède des batteries lourdes qui menacent les plages du secteur américain. Leur destruction était primordiale. Cette mission a été confiée au 2e bataillon de Rangers, une unité d'élite. Elle a autant marqué les mémoires que la plage d'Omaha Beach. Pourquoi ? Voilà une photo de la pointe. Les hommes débarquent ici, grimpent là et commencent à attaquer ici. La pointe du Hawk est une falaise de 30 mètres de haut, et avant même l'assaut, les Allemands l'estimaient insurmontable. Et pourtant, les Rangers le feront, à l'aide de cordes et d'échelles. Les navires ouvrent le feu à 5h50. Mais dû à un retard, les premières troupes Rangers ne débarqueront que vers 7h10. Et dû à ce retard, les troupes renforts qui étaient censées débarquer pour aider les Rangers débarqueront sur Omaha, les mêmes troupes qui ont aidé à débloquer la situation sur la plage. Les Rangers prendront la pointe en 10 minutes. Et les batteries qui n'étaient pas présentes sur la pointe mais déplacées plus loin ont été détruites. Mais les combats ne s'arrêteront pas là, puisqu'ils doivent tenir la position jusqu'à la relève des renforts d'Omaha. Ce n'est que le lendemain, le 7 juin, que la relève arrivera. La violence des combats était telle qu'au petit matin, sur les 225 Rangers envoyés, seulement 90 étaient encore en état de combattre. Mais la prise de la pointe et la destruction des artilleries ont permis aux plages d'Utah et Omaha un meilleur débarquement des troupes et du matériel, sans avoir mis en péril la mission tout entière. Troisième plage du débarquement, la plage de Gold Beach est confiée aux Britanniques. La prise de Gold Beach a permis la création d'un port artificiel près de la ville d'Arromanches, qui aurait permis d'acheminer la majorité du matériel et des troupes pour la reprise de l'Europe, jusqu'à la fin de la guerre. Dans la nuit du 5 au 6, la plage sera bombardée par les avions alliés et les navires. Les troupes britanniques du 50e Northumbrian Infantry Division qui se sont illustrées en Afrique du Nord débarquent vers 7h30 et se heurtent à des résistances farouches. Vers 16h, les Anglais se dirigent vers Arromanches et libèrent la ville. Vers 16h30, ils repousseront une féroce contre-attaque allemande. La construction du port va débuter. La prise des plages de Gold Beach s'est passée sans encombre. La plupart des objectifs de la journée sont atteints, et le port artificiel voit sa construction entamée. La plupart des artilleries seront détruites et les Anglais feront la jonction avec les hommes de la plage de Juno. Bref, cette plage est l'une des moins coûteuses en hommes, et stratégiquement et logistiquement, elle joue un rôle essentiel jusqu'à la fin de la guerre. Juno Beach est la 4e plage du débarquement. Elle est confiée au commandement britannique, mais ce sont des Canadiens qui débarqueront sous la 3e division d'infanterie canadienne. L'objectif de la prise de Juno est comme celle d'Omaha, créer une tête de pont entre les autres plages et soutenir les hommes qui ont débarqué à Sword et Gold Beach. Juno Beach est peut-être moins connu du grand public, mais presque aussi sanglant qu'Omaha. Comme les autres plages, le débarquement est précédé par des bombardements des fortifications allemandes. Mais Juno possède un obstacle naturel qui va rendre cette plage difficile à prendre. Une bande rocheuse surplombe la plage, mettant les barges de débarquement en risque de s'échouer dessus. L'heure de l'assaut est donc décalée par rapport aux autres plages. Les hommes débarqueront vers 7h50, lorsque la marée sera haute. Mais ce retard permet aux Allemands de se rassembler et de se préparer. Et déjà, les problèmes s'accumulent. Le manque de visibilité et l'agitation de la mer va faire vaciller les barges de débarquement. Et l'horreur commence. La plupart des barges s'empaleront sur les hérissons tchèques ou exploseront avec des mines placées sur les obstacles. Sur les 306 barges, 90 n'atteindront pas la plage, soit un tiers. Les hommes qui ont atteint la plage se feront pilonner par l'artillerie, mais finiront tout de même par avancer. Et ils auront du fil à retordre, car plusieurs casemates, en gros des bunkers, éliminent les compagnies déployées sur la plage. Et il faudra attendre 2 heures qu'un char détruise les casemates. Sur une autre partie de la plage, une compagnie se fait décimer de moitié rien qu'en parcourant 100 mètres. Les combats acharnés et sans relâche finiront par payer, car vers l'après-midi, la plupart des objectifs sont atteints, et les villes et villages aux alentours sont libérés. Sur certaines villes, comme Saint-Aubin-sur-Mer, les combats sont plus rudes. Depuis les fenêtres d'habitation, des snipers allemands massacrent les hommes qui tentent désespérément d'avancer sur la plage, juste pour illustrer la violence des combats sur Juno. Ce sont des chars fraîchement débarqués qui aideront dans la plupart des grandes majorités à débloquer la situation à Juno. La jonction avec la plage de Sword Beach est faite. Mais rapidement, avec la montée de la marée, des embouteillages apparaissent et rendent le débarquement plus compliqué que prévu. À la fin de la journée, c'est près de 1000 Canadiens qui seront morts, blessés ou disparus.
la moitié d'Omaha. Le bilan est lourd et la route vers Caen sera plus longue que prévu. Juneau a son histoire aussi. L'héroïsme et la bravoure qu'ont montré les Canadiens n'est pas à négliger, mais trop souvent oublié face aux Américains à Omaha. La victoire sur la plage a permis d'ouvrir la route vers Caen, mais il faut avouer quand même que cette plage a un arrière-goût d'Omaha, vous ne trouvez pas ? Sword Beach est la dernière plage du jour J. Donnée au commandement britannique, cette plage est un symbole fort pour nous les Français. Car c'est sur cette plage que des troupes françaises débarqueront, les bérets verts de la France libre, ou plutôt appelés Commando Kieffer, une unité d'élite française. Comme les autres plages, la plage est pilonnée par les bombardements de la nuit précédant le 6 juin. À 7h25, les troupes débarquent. Les chars et les soldats du génie feront pas mal de dégâts sur les structures allemandes. Mais cela n'empêche que les soldats alliés peinent à avancer sous les tirs allemands. Avec l'arrivée du commandant des bérets verts, Lord Lova, et point important, le mec est écossais. La première chose qu'il demande à faire est de demander à son Piper, je ne sais pas comment ça se prononce, bref, un joueur de cornemuse, de jouer pour remonter le moral des hommes. Ouais, rien que ça, jouer sur la plage sous les tirs. La vache, il n'y avait pas autre chose à faire là, non ? Quoi qu'il en soit, les troupes françaises et anglaises percent sur les plages. Mais la plage est prise d'assaut par des tirs de canon dans la ville située au-dessus. Et les combats deviennent rudes. Il faudra 3 jours pour récupérer la place de la ville, avec l'aide des renforts des plages de Juno Beach. La tête de pont créée et la jonction avec les parachutistes de la 6e division aéroportée britannique, qui ont capturé le pont de Bénouville, place stratégique, et avec les hommes de Juno ont permis de gagner du terrain qui empêcheront les Allemands d'envoyer plus de renforts. La prise de la plage fait environ 500 blessés ou morts, dont 44 hommes des bérets verts français. Pour rendre hommage aux hommes du commando Kieffer, un monument est érigé sur la plage. Après la prise des plages de Juno et Sword, plus rien n'empêche l'avancée des hommes sur Caen, et la libération de la Normandie qui mettra plusieurs mois à être délivrée. Voilà voyageurs du temps, j'espère que vous avez beaucoup appris sur les plages du débarquement et que vous avez passé un bon moment. Alors oui, je n'ai pas tout parlé en détail, mais la vidéo serait évidemment trop longue. Mais ça m'a fait plaisir déjà de partager ceci avec vous. La plupart des gens ne connaissent que l'histoire des parachutistes de Sainte-Mère-Église, des hommes tombés à Omaha et la prise de la pointe du Hoc, et peut-être Utah. Mais trop peu de monde connaissent les 3 autres plages. Et je trouve cela dommage, car elles ont aussi leur propre histoire. Bref, je ne sais pas quel sera le sujet de ma prochaine vidéo, mais j'aime le suspense. En attendant, prenez soin de vous et essayez de vous remettre de ce petit voyage. Je vous dis à la prochaine, voyageurs du temps.